Welcome everybody. Is Bienvenue tout le monde. Il est 14h30 à Genève. Nous sommes donc prêts à démarrer. Je n'arrive pas à voir les participants. Je vais commencer et je suis sûr que tout le monde pourra finalement participer. Chers membres du groupe d'experts, mesdames et messieurs, je m'appelle Roberto Forin et je suis le directeur adjoint de Centre mixte des migrations qui fait partie de notre organisation et je déclare cette réunion ouverte. Et je donnerai ensuite la parole à ma collègue Aurélia de l'Afrique du Sud pour la facilitation du débat. Nous vous souhaitons aujourd'hui la bienvenue à cette réunion parallèle du Forum international des migrations avec sur les méthodes mixtes avec le Mixed Migration Center, le Conseil de l'Europe pour les réfugiés. Les migrants représentent aujourd'hui, hommes et femmes, une partie importante des migrants dans les villes en transit. Beaucoup voyagent tout seuls et n'ont pas les ressources financières nécessaires pour avoir une vie correcte, pour contribuer à leur propre besoin, le besoin d'obtenir des données sur les motivations du groupe dans les zones de transit ont été très clairs pendant des années et c'est bien dans ces régions où cette immigration est énorme où cela devient particulièrement important. Et étant donné l'objet numéro 1, l'UNFPA, avec le soutien du gouvernement du Danemark, a recueilli toute une série de données sur les migrants dans 7 villes de transit dans 2 étapes en 2019 et 2021. La première en Afrique du Nord et la deuxième en Afrique de l'Ouest. Cette réunion est très importante. Il s'agit d'une initiative pour 2 raisons. La première, c'est que cela fait partie, c'est quelque chose qui a commencé sur toute une série de jeunes dans les villes en transit et c'est ensuite que les villes en transit ont vu augmenter le flux de migrants vers ces villes-là et qui sont représentés dans ces villes dans l'IMRF et le texte de l'IGCM. En tant que nous, MMC, c'est-à-dire le centre de migration, cela nous a permis d'avoir beaucoup plus d'informations et d'apprendre certaines choses avec l'UNFPA et nous espérons pouvoir justement travailler là-dessus. En deuxième lieu, le projet était un essai clair de me faire entendre la voix des jeunes et les migrants, non seulement en tant que bénéficiaire du programme, mais aussi en tant qu'acteur important pour l'établissement des priorités et des réponses. Nous pensons qu'il s'agit là de quelque chose d'essentiel pour une bonne mise en œuvre de la GCM, pour pouvoir comprendre les vulnérabilités des migrants, qui est justement le besoin de leur parler et d'obtenir de bons rapports avec eux, qui est l'objectif numéro 1 des données que nous avons recueillies. Donc le lien entre les deux est essentiel et nous espérons que notre projet aura contribué à établir correctement cette partie du travail. Mais je m'en tiendrai à ces paroles et en regardant un petit peu l'ordre du jour, nous allons commencer avec quelques commentaires du Danemark. Ensuite, nous entendrons parler le représentant de l'UNFPA qui va présenter les résultats principaux de cette deuxième étape du projet et suivi d'une déclaration des résultats de la recherche du gouvernement du Mali. Puis, nous allons poursuivre avec un débat en groupe des conséquences pour cette mise en œuvre, puis quelques commentaires de clôture. Sans plus tarder, c'est un honneur pour moi de donner la parole à
Monsieur Robert du Danemark pour quelques commentaires liminaires. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Merci, Roberto. Et merci à l'UNFPA et au Centre de migration pour avoir organisé cette réunion en parallèle et pour m'avoir donné l'occasion de vous faire part des commentaires liminaires. J'essaierai d'être bref, nous n'avons qu'une heure et c'est un sujet important. La mobilité humaine est un élément essentiel du XXIe siècle. Et pour reprendre les paroles d'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, hier, en ouvrant la séance, la migration est un fait de la vie. Nous voyons augmenter la proportion de migrants, surtout de femmes. En temps de conflit, les jeunes sont les plus vulnérables. Les jeunes viennent souvent, n'ont pas de ressources et n'ont pas vraiment le réseau de sauvetage, si j'ose dire, pour eux. Alors, les jeunes, surtout les jeunes et les femmes, sont très vulnérables. Ce sont les véritables réalités. Pour identifier les besoins des jeunes dans les zones de migration, nous avons besoin de compter sur des données absolument fiables. Quels sont les moteurs des jeunes et les aspirations des jeunes? Quels sont les besoins quand ils ont besoin d'avoir accès à un service de santé? Qu'est-ce que l'on peut faire pour améliorer l'accès à service? Pour répondre à ces questions, nous voyons un travail très important et que nous avons identifié pour essayer d'identifier les jeunes. Nous l'avons fait avec 2,6 millions de dollars entre les 2 années. Étant donné le pacte mondial du centre d'Afrique qui a participé, nous avons pu concevoir des programmes et des interventions pour le bénéfice de tout le monde. Nous espérons en voir davantage. Des études peuvent être répliquées dans d'autres villes, dans d'autres cas, avec les mêmes moteurs, pour voir quelles sont les expériences des jeunes dans les principales villes de référence. Nous aimons pouvoir nous occuper des jeunes migrants dans des situations vulnérables. Le UNFPA travaille de la main dans la main. Le FNUAP donc compte sur ce budget du Danemark de plus de 2 millions de dollars et nous espérons pouvoir atteindre un objectif similaire pour l'année prochaine. C'est un plaisir de voir les synergies comme le résultat de cette grande collaboration aujourd'hui. Avant de passer la parole, je veux vous dire que les données elles-mêmes, à elles seules, ne sont pas suffisantes. Les gouvernements ont une responsabilité d'agir. Nous devons essayer de mettre la question de l'âge et du genre dans tous les aspects, dans les programmes, les politiques, etc. Et nous devons coopérer plus avec la société civile et la communauté internationale pour transformer les connaissances en actions concrètes. Je pense que l'IMF, qui s'occupe ici, là où je me trouve à New York, est une plateforme unique pour ce faire. Je finirai pour en remercier une fois de plus au FNUAP pour tout le travail accompli et pour avoir organisé cette réunion parallèle. Nous espérons en savoir plus sur les trouvailles les plus importantes et les recommandations que vous aurez à nous faire pour améliorer la situation des migrants dans le monde entier. Et je vous souhaite un bon débat aujourd'hui et merci. Et je donne maintenant la parole à Roberto une fois de plus. Merci, Monsieur l'ambassadeur, de ces paroles aimables. J'aimerais donner la parole maintenant à Madame Sophie qui vient de nous joindre. Nous sommes un petit peu en retard. Je ne sais pas si elle est arrivée à être avec nous. Sophie, vous êtes là? Apparemment, elle n'est pas là. Si elle vient plus tard, nous allons nous assurer qu'elle puisse nous dire quelques mots. En attendant, nous allons donner la parole en passant à la deuxième séance suivante, représentation avec la division de Aurelia. Pardon, Sandid, il est là.
Merci, Roberto. Sandile Simelane. Je vais partager mon écran avec vous. Un instant, s'il vous plaît. So Veuillez Sandile, you have 20 patienter. minutes and a bit more, Vous avez since Sophie 20 minutes, has étant not donné joined que us yet. Sophie n'est pas venue. I'll let you know when you get close to the time. Vous me direz quand vous... Est-ce que the vous pouvez confirmer que vous arrivez Yes, à we voir can. mon écran, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Ça se passe très bien. Thanks again, Roberto. Merci, And Roberto. good day, Et to bonne everyone journée in attendance, à wherever you are. tous ceux qui sont My présents name où is que vous Sandile vous trouviez. Je Similane. m'appelle I come Sandile from the Simlane. Je Population viens Development de Branch, la, in the pas- technical de la division of population UNFPA. de la division Today, technique I'm du presenting FNUAP results et je vous from présente aujourd'hui les the résultats UNIMIX migration de study l'étude conducted de by UNFPA la and migration the mixte Mixed Migration Center des in jeunes three pour un key meilleur cities in futur West dans Africa, 3 villes as passerelles de introduced l'Afrique de by l'Ouest, tel que Roberto cela a few été moments ago. expliqué par Roberto il y a quelques secondes seulement. I will start off Je with vais donc a quick commencer introduction avec une of the petite study. présentation de l'étude So en basically, question. the study Essentiellement, focuses on young l'étude international se migrants in the age focalise sur range les from jeunes 15 to migrants 29 years in major âgés de 15 à cities. 18 dans les principales As villes Roberto passerelles. indicated, Comme thus l'a far, dit Roberto, jusqu'à two présent, phases of the study il y a have eu been 2 done étapes between de cette étude 2017 qui ont and été 2021, achevées covering en 7 cities. 2017 et 2021 en Today, couvrant is 7 focusing on the villes. results Aujourd'hui, from nous allons phase parler 2, des résultats de covering la deuxième 3 cities in étape West Africa, qui namely couvre 3 Bamako, villes, Niamey, Bamako, and Niamey Ouagadougou. And et those were done Ouagadougou. between 2019 Entre and 2019 et 2021. 2021, c'est la période couverte par cette deuxième étape de This l'étude. was also reflected Il s'agit by là de quelque chose Roberto in his opening qui remarks. a été mentionné par Roberto. The Du study reste, basically is in line with l'étude objective 1 suit of l'objectif the 1 Global Compact on de Migration. Pacte mondial sur la Collect data migration, on GCM, et socio-demographic obtient des données profile of sur young les migrants profils in transit cities, sociodémographiques des jeunes also migrants dans collect les villes en information transit, about ainsi the, que the, sur the drivers of les migration, both moteurs push de and la pull migration, factors. aussi And bien lastly, it also les collects facteurs policy and service needs of the young migrants de while en route to the cities d'incitation et when d'attraction, they et are quand in ils sont dans les villes en mega transition cities. et quand ils sont également arrivés dans les grandes villes qui sont le but de leur migration. L'étude a une méthode mixte d'études pour obtenir des données aussi bien qualitatives que quantitatives. Aujourd'hui, nous allons nous centrer sur les résultats de l'étude d'un ensemble de 208 migrants dans les 3 villes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et l'échantillon de la deuxième phase a été utilisé en utilisant une différente approche qui veut dire que l'échantillon n'est pas forcément représentatif des migrants dans les pays de départ ou de l'Afrique de l'Ouest en général, mais il y a beaucoup d'informations que nous pouvons obtenir à partir des réponses obtenues. L'échantillon dans son ensemble a été choisi à partir des acteurs clés de la communauté, tels que les ONG et les communautés qui sont en contact avec les jeunes migrants en provenance de différents pays. Étant donné l'étude qui a été faite en pleine pandémie, nous avons dû adapter nos méthodologies ou notre méthodologie pour prendre en considération des entretiens téléphoniques en utilisant notre questionnaire structuré. La participation à cette étude a été volontaire et anonyme. Et on a fait très attention à protéger la vie privée des participants de l'étude. Du point de vue de la tranche d'âge, eh bien, comme je vous disais tout à l'heure, nous avons utilisé les critères suivants. D'abord, comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
La tranche d'âge devait être de 15 à 29 et ils vivaient dans une ville en transit au moment de l'étude. Ce ne sont pas des résidents permanents du pays où ils ont été interviewés. Ils ont traversé la frontière pour se trouver dans la ville en question et surtout, ils se définissent eux-mêmes comme en transit, ce qui veut dire qu'ils sont dans cette ville de façon temporaire, car leur intention est bien d'aller vers un autre pays. Brièvement, sur le profil de ces migrants. Les données viennent nous montrer que pour les migrants que nous avons examinés à Ouagadougou, les pays d'origine est le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Togo. Pour Bamako, c'est la Guinée, la Côte d'Ivoire et Burkina Faso. Cette analyse, pour la plupart des cas, vient des pays d'origine. Nous avons pour cela utilisé une information des pays de départ, c'est-à-dire les villes où ils habitaient, où ils étaient pour la dernière fois avant d'avoir été interviewés dans les villes où ils se trouvaient en transit au moment de l'étude. Dans l'ensemble, nous avons fait une étude de 2008 jeunes migrants qui remplissaient les conditions mentionnées auparavant et l'échantillon était surtout des hommes, 61% pour être exact, et nous avons vu également que la majorité des jeunes migrants avaient une identification documentaire correcte, ce qui montre bien qu'ils sont dans une situation de migration tout à fait normale. 75% ont dit qu'ils étaient des migrants pour la première fois et 2/3 ont dit qu'ils avaient quelqu'un sur qui ils pouvaient compter si quelque chose se passait de travers pendant cette ville en transit. Nous avons également découvert que l'échantillon à Ouagadougou par rapport aux deux autres, Niamey et Bamako, était surtout composé d'étudiants. Et finalement, 2/3 des migrants ont manifesté qu'ils ne voulaient pas aller en dehors de l'Afrique, mais qu'ils voulaient rester sur le continent africain. Nous passons rapidement maintenant aux principaux moteurs de la migration. Cette diapo montre des données des 8 pays principaux de départ qui représentent plus de 75% de l'ensemble des migrants de notre échantillon. Les éléments saillants de cette diapo montrent que les raisons économiques et de famille sont les moteurs principaux de la migration dans ces pays et qui sont les facteurs d'incitation les plus importants et que les résultats sont en ligne, que l'on ventile cela par un type de pays ou par type de personne qui a répondu à l'enquête. En ce qui concerne les facteurs d'attraction, on voit que l'éducation sont la raison la plus importante du choix de Ouagadougou comme ville en transit. Pour Niamey et Bamako, eh bien, l'élément le plus important, c'était le fait que ces deux villes étaient faciles à joindre. Elles sont sur une route plus facile d'accès à partir des pays, vers les pays où ils ont l'intention d'émigrer. Nous passons maintenant à la vie de ces migrants en route vers leur ville passerelle ainsi que dans leur ville en transit. L'étude a recueilli des informations sur la portée dans le domaine de la santé
en route vers leur destination de choix. Et les résultats viennent montrer qu'un tiers disent que leur santé a été mise en risque pendant la durée du voyage et que cette perception variait par sexe et aussi en fonction de la route qu'ils allaient emprunter pour aller vers leur ville de destination finale. Les facteurs qui, disent-ils, ont des retombées sur la santé de la voyage étaient la fatigue, manque d'aliments et des maladies préexistantes qu'ils avaient donc déjà avant de partir de chez eux. Les réponses portant sur la question de la perception sur la vie, dans leur ville de transit montrent que plus de migrants à Bamako disent que c'était plus difficile que ce qu'ils avaient attendu, alors que dans d'autres, au Niamey, la vie était plus facile que ce qu'ils avaient supposé avant de partir. La réponse à la question de la sécurité dans la ville en transit montre que les migrants qui se trouvaient à Bamako se sentaient moins sécurisés par rapport à ceux des autres villes, et ceux de Ouagadougou ont dit qu'ils avaient un niveau de sensation de sécurité plus élevé. Je devrais ajouter que ce résultat va dans le sens des renseignements que nous avions dans une étude préalable sur la disponibilité de quelqu'un à dépendre de quelqu'un d'autre si quelque chose se passait de traverser. Données montrent bien qu'à Ouagadougou, il y a plus de jeunes migrants qui ont quelqu'un à qui faire appel s'ils avaient un pépin, alors qu'à Bamako, c'est exactement à l'envers. Du point de vue maintenant d'accès aux services de santé dans ces trois villes, nous avons constaté qu'à Niamey, les jeunes migrants, en général, avaient moins d'accès aux services de santé. 42% et 34% des femmes et des hommes, respectivement, ont dit qu'ils n'avaient pas accès à des services de santé. Les données montrent également pourquoi il y a cette différence entre les différents sexes à Bamako. Une énorme différence. Pour ce qui est des barrières à l'accès aux services de santé, les raisons invoquées les plus souvent sont qu'ils ne pouvaient pas se payer ces services et le manque de connaissances, de savoir comment trouver les services auxquels ils devaient faire appel. Ce sont les barrières principales. Pour nous, cela s'est avéré comme un facteur énorme qui allait à l'envers des conclusions de la première étude, où c'était surtout l'identité qui était la barrière principale. Ici, le manque de documents d'identification, de papier n'est pas la raison, mais c'est le coût et le manque de connaissance de où se trouvaient les endroits dans la ville. Pour ce qui est de l'accès aux anticonceptifs, la contraception, à Ouagadougou, la plupart des migrants ne savaient plus, il y avait plus de femmes que d'hommes qui ne savaient pas. Il en va, et c'est exactement à l'envers pour les deux autres villes. Et l'étude montre qu'il y a tellement de différences dans le cas de Bamako. L'étude a également recueilli des informations sur le comportement sexuel des jeunes migrants. Et on a posé la question s'ils avaient eu
d'un sexe comme commerce dans les 12 mois précédents et les résultats disent qu'un quart des jeunes migrants ont eu un sexe à usage commercial et la plupart étaient des femmes qui ont reçu, les femmes ont reçu un cadeau, disons, en échange de sexe, et plus de femmes comme ont payé pour avoir des rapports. Lorsque l'on leur a demandé s'ils referaient ça, étant donné la vie qu'ils ont connue comme migrants et que c'est ce qu'ils savent maintenant, les données montrent que la plupart des migrants ont dit que oui, qu'ils essaieraient de nouveau d'atteindre ce point de destination, indépendamment de l'âge. Et ceci va dans le sens de ce que nous avions constaté lors de la première étape de l'étude et montre clairement que ces migrants ne le font pas par choix personnel, mais pour une question de survie. C'est la mort ou le déplacement. Brièvement, quand on passe maintenant à l'étude pour Bamako, c'est un total de 501 personnes ont été interviewées, essentiellement des hommes, 61%, et les 3 pays les plus importants d'où ils venaient étaient Burkina Faso, la Guinée et la Côte d'Ivoire. Les raisons pour avoir choisi Bamako comme ville de transit se trouvaient dans les données et cela variait d'un pays à l'autre, un pays de départ à l'autre. Dans la diapo, nous voyons que pour ceux qui venaient du Sénégal, du Guinée, Burkina Faso et l'Algérie, Bamako est la route la plus simple pour atteindre leur destination finale, alors que pour ceux qui venaient du Cameroun et du Bénin, c'était les possibilités d'emploi et la possibilité de retrouver des amis ou des membres de leur famille, qui étaient les raisons d'incitation les plus importantes à retrouver dans ces cas-là. Cette diapo montre la perception des risques pour les moins de 18 ans en route vers Bamako. Cela montre que cette perception varie en fonction du point de départ et cela comprend la violence physique, d'avoir été kidnappé et la mort. Lorsqu'ils sont déjà dans la ville, à Bamako, cette diapo montre quelles sont la perception des risques pour les mineurs. Donc, le vol, la violence sexuelle et physique, le kidnapping et de se faire arrêter. L'étude a également obtenu des renseignements portant sur ce qu'il faut, sur l'information dont ont besoin les migrants pour pouvoir poursuivre leur chemin. Et on voit que la formation principale porte sur le coût du voyage, la sécurité et les conditions générales de voyage à entreprendre. Je vais maintenant passer à certaines recommandations que nous pensons importantes à partir des données que nous avons pu recueillir. La première conclusion, c'est que apparemment, c'est important pour les pays, indépendamment du fait qu'ils envoient ou qu'ils reçoivent des migrants, de créer des opportunités pour les jeunes en mettant en œuvre des programmes multisectoriels qui intègrent la création d'emplois avec d'autres types d'interventions qui s'occupent de la santé, la formation, le logement, la sécurité alimentaire, les actions civiques, de telle sorte que la migration devrait être
un choix et non pas une question simplement de survie. Recommendation is in Cette recommandation particulière est en ligne avec l'aspiration de toute l'Afrique de pouvoir mettre à profit les dividendes de la région et de capitaliser l'âge jeune de la population. Si les pays pouvaient augmenter l'investissement dans ces domaines, on aurait davantage de possibilités d'améliorer les opportunités de cette partie de la population. Nous recommandons également que les partenaires au développement renforcent et intensifient leurs efforts pour pouvoir obtenir des données exactes, désagrégées en temps voulu, pour nous permettre d'améliorer notre compréhension de la migration mixte des jeunes et pour informer des politiques fondées sur les preuves, sur les faits. Encore une fois, cela correspond à l'objectif numéro 1 du Pacte mondial sur la migration. Par ailleurs, les partenaires au développement devraient fournir l'accès aux services et aux protections pour les jeunes migrants tout au long de leur voyage et lorsqu'ils sont dans les villes passerelles. Il est recommandé de promouvoir l'accès à l'information et aux services entre les jeunes, y compris aux services sanitaires, en particulier en matière de santé sexuelle et reproductive ou génétique, indépendamment de leur statut migratoire. Il s'agit d'un des principaux objectifs du Pacte mondial sur la migration également. Finalement, nous devrions générer des connaissances parmi les jeunes, un mouvement de plaider et intensifier nos initiatives pour éviter et lutter contre les comportements sexuels risqués, y compris le sexe transactionnel entre les jeunes migrants qui les exposerait à des vulnérabilités et des risques tels que le VIH et d'autres maladies de transmission sexuelle. Pour conclure, je souhaite remercier les gouvernements du Mali, du Niger et de Burkina Faso qui nous ont permis de pouvoir réaliser cette étude dans leur pays. Sur un total de 2008 jeunes migrants qui ont participé à l'étude dans le cadre de la pandémie COVID-19, nous avons obtenu ces données et nous leur en remercions. Nous apprécions également la collaboration des autorités de recensement et d'autres membres de la communauté, y compris les ONG qui soutiennent constamment les jeunes migrants vulnérables. Et finalement, mais non pas des moindres, nous remercions énormément le gouvernement du Danemark qui a apporté le soutien financier nécessaire pour l'accomplissement des 2 étapes de cette étude. Nous espérons pouvoir continuer à travailler sur d'autres étapes de cette étude à l'avenir. Et bien sûr, d'inclure de nouveaux partenaires également. Merci. Roberto Forins au micro. Merci beaucoup, Sandile, pour cette présentation qui était très intéressante. Et merci pour vos recommandations et pour les remerciements. Nous espérons pouvoir connaître l'avis des autorités de Sidibé Moussa du Mali, mais avant de ce faire, nous allons céder la parole à Sophie Nonenmacher. Désolée, Sophie, de ne pas avoir pu vous céder la parole avant, mais comme vous avez vu, le microphone ne coopérait pas. Allez-y. Sophie au micro, merci. Et merci à tous. Merci de nous avoir invités en tant qu'OIM aujourd'hui. J'étais censée partager mes remarques préliminaires par rapport à la présentation que vous venez d'entendre, par rapport à ce rapport qui vient d'être publié. Il est bizarre de parler de généralité à ce point-là, mais il me semble qu'il est toujours important de comprendre que le travail du FNUAP
et du centre de migration mixte ont certaines spécificités. Il est important de pouvoir en discuter dans le contexte africain pour deux raisons, à savoir, parce qu'en Afrique de l'Ouest en particulier, nous manquons toujours de données essentielles à propos de la migration. Et nous voyons que le type de questions qui sont discutées, qui ont été discutées par les personnes qui m'ont précédé dans l'introduction, le montrent clairement, ils en témoignent. Il faut également garder à l'esprit qu'un sur 4 migrants en Afrique est actuellement mineur. Donc, ces données par rapport à la mobilité sont d'importance pour le continent et pour la région. J'apporte un peu plus de contexte ici. En Afrique de l'Ouest, il faut prendre en considération qu'on parle de 7,6 millions de migrants internationaux qui se déplacent dans la région. Il était déjà dit que la plupart de cette mobilité reste dans la région. Ceci étant, le mouvement ne s'arrête pas là. Il continue soit vers l'Afrique du Nord, soit vers l'Europe. Dans le contexte de ce mouvement et de la route méditerranéenne, il est important de rappeler que ce que nous voyons est une vulnérabilité des jeunes migrants et des enfants qui migrent également. Alors, pour apporter une perspective, il y a eu d'autres études qui ont été complétées auparavant. Par exemple, en 2018, l'OIM a fait une étude où nous avons interviewé 15 000 enfants sur la route qui ont manifesté avoir souffert une exploitation d'une forme ou d'autre. L'étude était complétée par un autre rapport d'UNICEF où on a vu que les jeunes et les enfants étaient particulièrement vulnérables à l'abus sexuel, à l'exploitation sexuelle et à d'autres formes d'abus de leurs droits humains. Approximativement 72% sur les 1900 personnes qui ont été interviewées pour cet autre rapport indiquaient avoir souffert d'exploitation sexuelle. 86% sur les 10 000 garçons que nous avons interviewés par la suite ont manifesté avoir été des victimes de travail forcé d'une forme ou une autre. Je ne vais pas prendre trop de temps parce que vous avez déjà reçu une présentation claire et exhaustive de la situation actuelle, mais je veux dire qu'au moment de parler de ce type de questions, il est très important de penser à la protection, mais également à la mobilité des jeunes comme un facteur positif qui fait avancer le développement de la région. Donc, il faut penser à la mobilité du point de vue de la protection, mais il faut également comprendre à quel point cette mobilité des jeunes permet d'échanger des idées et de faire avancer la région d'Afrique de l'Ouest. J'avais des recommandations à partager avec vous, mais étant donné qu'on a déjà entendu les mêmes types de conclusions par rapport aux besoins de données et d'informations dans la présentation précédente, on a également parlé du besoin en raison du mouvement dans la région et du besoin de renforcer les politiques à l'échelle nationale, mais également à l'échelle régionale dans le contexte de la CEDEAO, mais également au niveau continental, en particulier dans le cadre du mouvement et du protocole d'intégration africaine qui est en cours. Je ne le ferai pas. Je vais tout simplement vous remercier de nous avoir invités et je félicite le FNUAP et toutes les personnes qui ont été impliquées à l'élaboration de cet excellent rapport. Merci. Roberto Foran au micro. Merci, Sophie. C'est très intéressant. Effectivement, vous avez eu l'occasion de pouvoir rebondir sur la présentation et partager vos impressions. Donc, ce n'était pas trop grave, finalement, de vous entendre après la présentation. Merci pour vos félicitations et d'avoir réitéré les recommandations. Je vais maintenant céder la parole au gouvernement de Niger et de Mali qui vont nous adresser la parole, à commencer par M. Sidibé Moussa.
du Centre d'habilitation des dividendes démographiques du Mali. Monsieur Sidibé Moussa, vous avez la parole. Étienne, Oui. Bonjour, vous m'entendez? Très bien, oui. OK, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous de nous inviter à participer à cette session. Et d'entrée de jeu, je voudrais préciser que le Mali est un État de part des migrants, mais aussi de Mali, et Bamako particulièrement est une ville qui assiste effectivement à des transits importants de migrants. C'est aussi quelque chose qui est historique au Mali, je dirais. La migration a des aspects économiques, des aspects culturels et de plus en plus des questions sécuritaires et bien d'autres aspects encouragent ces différents mouvements, que ce soit au Mali ou dans les pays voisins. C'est une réalité qui est connue. Maintenant, l'avis que je vais donner est un avis d'un cadre du gouvernement du Mali, mais il ne s'agirait pas ici de dire qu'il faut valider les résultats de cette étude en tant que telle, une validation formelle, parce que si c'était le cas, il y a des cadres qui existent pour les études sociologiques du genre. Mais l'avis que je donne, c'est vraiment un avis, je dirais, technique sur les aspects. Au regard des résultats qui sont présentés, la provenance, ça, c'est des questions d'observation que nous-mêmes, nous constatons. Nous savons très bien qu'on a des provenances de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, ou même du Burkina ou d'ailleurs. Ça, c'est des choses qui sont réelles. Les questions évoquées, les aspects, les avis donnés par des individus interviewés sont vraiment les sentiments qu'ils ont et certainement des situations qu'ils ont vécues. Et ça ne traite pas normalement d'objet de débat en tant que tel. Je crois que le plus important ici il s'agirait des recommandations qui sont portées et je crois que c'est autour de ça qu'il faut travailler. En commençant par dire que le gouvernement du Mali s'est toujours engagé à protéger toutes les personnes, qu'elles soient d'origine malienne ou en transit sur son sol. Cela tient du fait que notre politique même en matière d'immigration est bâtie autour de ça, puisque nous sommes un pays de départ massif aussi, il faut en tout cas un nombre significatif. Si, c'est bon. C'est bon? Vous m'entendez? OK. Donc, cela est du fait que nous connaissons des départs importants du pays depuis de plusieurs décennies et que nous avons à cœur la protection de nos concitoyens qui sont en dehors de notre territoire. Et du fait de cela, nous avons le devoir aussi de protéger toutes les personnes qui se trouvent sur notre territoire et de leur offrir toutes les possibilités, toutes les opportunités qui sont possibles à notre disposition directement par le gouvernement du Mali, en laissant le libre accès à l'ensemble des services ou des infrastructures qui sont disponibles pour tous les citoyens maliens, mais aussi à travers aussi des partenaires au développement, l'ensemble des partenaires qui veulent intervenir dans ce cadre-là pour accompagner le gouvernement et ses partenaires à faire en sorte que des services adéquats soient rendus à l'ensemble des populations et particulièrement les populations vulnérables, indépendamment de leur origine. Si des mesures étaient prises pour traiter spécifiquement des questions liées à des cas, à des couches vulnérables en transit, le gouvernement du Mali est toujours disposé à accompagner l'ensemble des populations qui sont sur son territoire, qu'elles soient résidentes ou en transit. Donc, c'est vraiment ces aspects de la politique migratoire du Mali que je voudrais partager avec vous en encourageant l'ensemble des parties prenantes engagées dans ce processus-là à avancer et à faire en sorte que
des inquiétudes exprimées ça et là, des difficultés vécues ça et là par des personnes en transit, soit des questions prises en charge et que chacun se sente à l'aise sur le territoire malien. Nous savons que les questions sécuritaires sont exacerbées aujourd'hui pour les raisons que tout le monde connaît, mais pour nous, Bamako n'avait pas été une ville d'inquiétude majeure, sauf ces derniers temps. Et nous espérons que tout cela ne sera qu'un lointain souvenir d'une façon ou d'une autre, en travaillant davantage sur plus de sécurité et faire en sorte que nous nous sentons tous à l'aise. Voilà les quelques éléments que je voudrais partager avec vous et je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Moussa, pour votre statement, intervention. Merci. Et donc, maintenant, c'est le tour de Monsieur Ibrahim Manangoni. C'est le directeur général de l'État civil des migrants et des réfugiés au sein du ministère de l'Intérieur au Niger. Bienvenue, Monsieur Manangoni, et la parole est à vous. Merci beaucoup, Monsieur Roberto, pour l'opportunité que vous nous donnez de me joindre à vous aujourd'hui à l'occasion de cette première session du Forum international d'examen des migrations dans le cadre de cet événement parallèle. Comme vous le savez, l'Afrique manque généralement de données fiables sur les flux migratoires mixtes et le Niger ne fait pas exception à cette règle. Il existe ainsi des lacunes assez importantes dans les données disponibles sur les flux migratoires et la compréhension de l'ampleur des flux ou l'expérience des personnes sur le parcours migratoire, malgré ce qui est fait, bien entendu, parce que le terrain n'est pas vide. Pour contribuer à combler ce vide et mieux saisir les besoins en matière de santé et de protection des migrants mixtes dans la sous-région, le bureau de l'UNFPA au niveau région, en partenariat avec l'Observatoire des migrations mixtes du Conseil danois des réfugiés, conçu et mis en œuvre dans 3 pays, le Burkina, le Mali et le Niger, le projet d'étude sur les facteurs de la migration et les besoins des jeunes migrants en transit âgés de 15 à 29 ans à Bamako, Niamey et Ouagadougou. L'objectif principal de cette étude a été décliné tantôt, qui est de faciliter le plaidoyer et la prise de décision à travers une meilleure connaissance des besoins de protection et de santé des jeunes migrants de cette tranche d'âge en transit dans ces 3 agglomérations ouest-africaines. Cette enquête a permis de saisir auprès des migrants dans notre pays, précisément à Niamey, la capitale du Niger, le profil socio-démocratique des jeunes migrants, les facteurs de cette migration, les facteurs d'incitation et d'attraction et les besoins en matière d'offres de services en général et de santé en particulier. Cette enquête comporte un volet quantitatif et qualitatif. Vous avez déjà eu droit aux résultats. Le Niger, pour ce qui concerne mon pays, par excellence, vous le savez, nous accueillons chaque année sur notre territoire des centaines, des milliers de migrants, des migrants pour la plupart jeunes qui transitent par notre pays dans le but de regagner soit l'Europe, soit le Maghreb. Et la majorité de ces jeunes migrants séjournent pour une période plus ou moins longue à Niamey. C'est pourquoi, en choisissant de réaliser cette étude à Niamey, l'UNFPA nous renseigne à plus d'un titre sur le caractère de ville de transit de notre capitale et nous permet, à travers l'étude quantitative, d'avoir une idée sur les statistiques relatives aux migrants en transit à Niamey. Quant à l'étude qualitative qui met en lumière les aspects non moins importants relatifs aux besoins des jeunes migrants, leur santé sexuelle et reproductive, les conditions de voyage, etc., elle nous permettra certainement d'œuvrer dans le sens de la protection à apporter aux jeunes migrants en transit dans notre pays en général.
Je ne vais pas vous donner les résultats qui ont déjà été donnés tantôt. Avec ces quelques résultats que nous avons entendus tout à l'heure, qui sont très enrichissants, il s'avère plus que jamais important que les rencontres du cadre de concertation sur la migration, du groupe de travail sur la migration au Niger, qui constituent des instances appropriées pour discuter des questions migratoires, notamment la mise en œuvre de la politique nationale de migration et son plan d'action quinquennal adopté par le gouvernement en 2020. Nous pensons même que les partenaires techniques et financiers dont l'UNHCR Niger gagneraient à inscrire les actions sur l'immigration en lien avec le plan d'action de la politique nationale de migration adopté en 2020 par le gouvernement. Le Niger, dans son engagement pour une bonne gouvernance des questions migratoires, avait adopté cette politique migratoire avec son plan d'action quinquennal. Ainsi, en réalisant cette étude, l'UNFPA a aidé le Niger à contribuer à la réalisation de certaines actions contenues dans l'axe 1 qui porte sur l'exploitation des potentialités liées à la migration et l'axe 2, la protection des migrants, des réfugiés et de la population d'accueil de la dite politique qui constitue désormais notre document de référence pour toute action dans le domaine de la migration. D'ailleurs, dans peu de temps, nous organiserons une table ronde de mobilisation des ressources pour financer le plan d'action de cette politique. Chers participants, en impliquant le ministère en charge des questions migratoires dans la réalisation de cette étude, l'UNFPA a donné un cachet particulier à l'étude qui, sans nul doute, nous servira d'outil d'aide à la décision et de plaidoyer. Je ne peux ainsi clore mes propos sans adresser mes vifs remerciements à l'UNFPA pour avoir toujours été aux côtés du Niger dans la recherche des voies et moyens pour l'épanouissement de sa population. Et je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup pour votre intervention, Monsieur Malangoni. Et je vous remercie de la part de l'UNFPA, même s'ils vont pouvoir le faire eux-mêmes un peu plus tard. Maintenant, on continue parce qu'on est un peu en retard. Donc, je vais maintenant passer la parole à ma collègue Aurélia Donard. C'est la coordinatrice pour les activités du Centre sur la migration mixte en Afrique de l'Ouest et d'Afrique du Nord, qui va s'occuper de la facilitation de la discussion en panel. Donc, Aurélia, je te passe la parole et je ferme ma caméra. À toi, Aurélia. Il faut que tu unmutes. On ne vous entend pas, Aurélia. Il faut que quelqu'un, Étienne peut-être, voilà. Vous m'entendez? Oui. Merci Roberto. Merci à tous. Bonjour. Je vais donc faciliter ce panel de discussion en commençant par le professeur Demba Fall. Vous êtes directeur de recherche à l'UCAD, ici au Sénégal, et directeur du réseau d'études sur l'immigration africaine. L'une des contributions uniques de cette étude menée par l'EMMC et l'UNFPA dans la région est qu'elle examine l'intersection entre la migration des jeunes, la santé, en particulier la santé sexuelle et reproductive, et l'urbanisation. Et on souhaitait vous demander, selon vous, quel rôle le monde universitaire et l'UNFPA et l'EMMC, le Centre sur la migration mixte, peuvent-ils jouer en forgeant des partenariats pour fournir davantage de données? Ça, c'est la première question. Et ensuite, si vous avez actuellement des recherches ou des réflexions complémentaires sur la vulnérabilité des jeunes et à votre avis, les domaines qui doivent être examinés plus avant dans la sous-région et éventuellement sur le continent. Oui, merci. Si vous m'entendez, je voudrais vous remercier de m'avoir invité et de me poser deux questions principalement. J'aurai peut-être un ensemble de commentaires plus larges sur la question qui est abordée, mais je voudrais d'abord rappeler principalement et souligner un aspect qui me semble fondamental.
c'est qu'en réalité, ces questions démographiques, la question des mobilités en général, a de plus en plus attiré le monde de la recherche et des décideurs politiques. Donc, il est important que nous puissions documenter avec justesse, avec pertinence ces questions de mobilité. Mais il faut quand même retenir, et c'est ça un peu qui est l'essentiel, c'est de comprendre que chaque recherche se fixe des ambitions et chaque recherche produit des données et des connaissances qui viennent s'ajouter aux connaissances existantes. Et ça permet de comprendre un peu la dynamique dans laquelle on ne peut pas tout faire. Et il est vrai que quand nous parlons des migrations des jeunes, de ces catégories vulnérables comme des femmes, j'y reviendrai tout à l'heure, on touche du doigt à une question importante, c'est que l'aspiration migratoire est partout forte, même si les statuts migratoires varient d'un pays à un autre. Cela dit, la contribution de l'université à ce type de travail est importante parce que nous avons toujours dans le cadre d'un programme, je prends un exemple précis, je veux dire, au Sénégal, pour ne pas dire tout le Sénégal d'ailleurs, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, à laquelle j'appartiens, nous avons différentes unités de recherche qui s'intéressent aux questions de mobilité. Mais les questions de mobilité ne sont qu'un aspect des questions démographiques au sens large, ne sont qu'un aspect des questions d'aspiration à ce qu'on appelle l'émancipation, par exemple. Et que donc, c'est sous ce rapport-là que nous pouvons envisager des collaborations. À quoi sert la connaissance des facteurs démographiques et quelles sont les synergies possibles entre les différentes institutions? Parce qu'il va de soi que travailler sur des questions un peu de mobilité dans la dispersion, pas à grand-chose. Mais le principal, je pense, sur lequel nous devrions tous insister, c'est la collaboration et l'information autour des recherches qui sont menées et des objectifs qui sont visés. Et qu'est-ce que chaque unité peut apporter ou peut contribuer à éclairer. Je pense que sur cette première question, sans devoir déborder largement, je veux dire que nous sommes dans les disponibilités de participer à toute production de connaissances et à combler également des vides, parce qu'il y a des aspects qui, pour nous, sont restés indocumentés, j'allais dire. Je veux dire que on n'a pas une connaissance approfondie et chaque production ouvre la voie à de nouvelles recherches de connaissances. Et ça, il faut l'avoir présent à l'esprit. Et l'université s'intéresse aux recherches en cours, aux données qui sont produites et essaie de les insérer dans son axe de réflexion pour dire, OK, nous n'avions pas pu documenter tel aspect, voilà que telle équipe, par exemple UNFPA, documente cet aspect sur la santé. Mais ça ne suffit pas pour comprendre la globalité de la question de la migration parce qu'il y a bien d'autres éléments qui sont disponibles. Ça, c'est un peu ce que je voudrais dire au regard de votre première question. La seconde, c'est les études qui existent. Je peux vous dire, par exemple, présentement, j'étais très content de lire un peu les travaux dans les 3 pays que vous avez cités. Mais j'ai compris que ça complétait des recherches qui sont menées sur les mobilités féminines en Afrique de l'Ouest. Pour parler des jeunes, il y a les jeunes filles, bien sûr, et ce qui revient et qui est un peu ressorti de ce que la recherche dont je parle sur les mobilités féminines, c'est l'importance de la participation des femmes à la mobilité, l'importance grandissante. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on parle de ces phénomènes sans pouvoir les mesurer. Et l'étude récente qui a été menée dans 9 pays, avec l'appui de l'Agence française de développement,
ça a été de montrer que les femmes participaient de plus en plus à la politique parce que c'était un facteur d'émancipation. Et qu'on observait, comme vous l'avez souligné, que le Burkina Faso avait été au centre des intérêts parce que, essentiellement, le caractère scolaire et universitaire des mobilités des jeunes était apparu et est resté extrêmement important. Donc, je veux dire que ces études-là, je pourrais vous envoyer les références, vous travaillez avec le bureau de Dakar sur ces questions-là, complètent ou documentent un peu plus cette question de migration, de transit, en se focalisant sur une catégorie particulière, les femmes, le sexe féminin. Et ça, je pense que c'est tout à l'honneur un peu de la communauté de recherche et c'est toujours intéressant de savoir ce que les autres font parce que nous ne pouvons pas nous marcher sur les pieds, mais nous ne pouvons pas également ignorer ce que les uns et les autres font. Donc, je pense que la collaboration, elle est à ce niveau-là. La rencontre, l'information, la documentation, qu'on sache un peu ce qui se fait et que les autres également s'approprient ce que les autres font, ainsi de suite, et on va déblayer davantage plus de terrain. Voilà. Merci beaucoup, professeur Demba Fall, pour votre intervention. Effectivement, je pense qu'une collaboration et une coordination est très importante dans le monde de la recherche. Et effectivement, d'autant quand on... c'est aussi une autre question très importante de regarder la migration féminine et les facteurs de mobilité des femmes, y compris dans le cadre de l'émancipation des jeunes et des femmes. Donc, merci beaucoup pour votre intervention. Merci. Je vais passer la parole maintenant à monsieur, alors excusez-moi si j'écroche le nom, Moulou Bran Amaré. I think you would prefer to do it in English. So, if I may, Je pense que vous préférez le faire en anglais. Donc, je vais vous poser deux questions portant sur votre intervention. Vous avez fait des recherches sur la migration dans l'Afrique subsaharienne et on veut savoir comment ce qui a été présenté aujourd'hui va dans le sens de ce que vous allez ou de ce que vous avez fait. Nous savons que nous nous complémentons les uns les autres, mais je suis sûr que vous avez quelque chose à rajouter. Et comment les politiques qui s'intéressent à la migration dans les zones urbaines peuvent faire des politiques tout en évoluant du côté des éléments négatifs. Je crois que vous avez également une présentation sur PowerPoint qui va nous permettre d'en savoir un peu plus. Vous avez la parole. Hello. Vous m'entendez? Hello, Mr. Amare, we can hear you. Yes. Oui. Okay, great. Thank you. Merci. Thank you for UNIPF and Merci Migration Center for à this invitation. So I had a PowerPoint, au FNUAP et au Centre de migration de m'avoir invité. J'avais une présentation PowerPoint, mais étant donné le temps, je vais être bref. Nous avons travaillé sur les décisions des migrants jeunes en Afrique subsaharienne. Notre intérêt ici porte sur la compréhension des moteurs principaux de la migration en cette zone subsaharienne de l'Afrique, en portant notamment sur le Nigeria. Il est connu que les avantages économiques de la migration sont là, mais il y a un besoin de mieux comprendre comment ces influences sont un peu variées. Pour cette étude, nous avons utilisé des données représentatives nationales de LSMS
que nous avons combiné avec des données satellitales pour savoir un petit peu comment sont constitués les foyers. Et nous avons exploité une différence dans la densité de lumière entre ces deux éléments avant la migration. Et nous avons examiné l'implication de différences entre les niveaux de croissance, entre les destinations à l'origine et à l'arrivée. Nous avons donc étudié avant la migration, nous avons identifié la lumière nocturne de l'origine et nous avons identifié également la lumière nocturne au point de destination par la suite. Et en voyant un petit peu les disparités dans les différentes zones urbaines et rurales, montre un petit peu la différence de l'intensité luminique qui montre bien que cela vient de la migration. Nous voyons que cette différence montre une différence notamment du côté urbain qui montre les différentes opportunités qui sont données à ces populations et qui donnent lieu aux migrations. Je vais essayer de résumer un petit peu les conclusions. 43% des migrants viennent des zones où l'intensité luminique est zéro et 8% viennent d'un pourcentage de lumière de 0 à 8%. Et environ 54% des migrants vont migrer vers des zones où il y a plus de lumière ou plus d'intensité. Et si nous faisons une ventilation en fonction des temporaires et des migrations de courte distance, longue distance économique, nous constatons que plus de 70% des migrants pour des distances longues vont vers des zones où l'intensité de la lumière est supérieure. Alors, ce qui permet justement d'augmenter les services publics qui sont déjà surchargés dans les zones de destination, ce qui montre bien quels sont les problèmes de politique qui n'ont pas à voir avec la migration des zones rurales vers les zones urbaines, porte sur les migrations des autres pays. Nous avons également ventilé les résultats en fonction de différentes caractéristiques. Et nous voyons par exemple qu'il y a des comportements hétérogènes dans leurs décisions de migration, ce qui montre bien qu'il y a différents aspects ou facteurs d'incitation et d'attraction. Afin de diminuer le rythme de migration vers les zones urbaines, les politiques devraient penser à des interventions qui prendraient en considération différentes mesures d'incitation. Par exemple, l'accès aux zones de culture dans les zones agricoles pourrait encourager les jeunes à rester dans leur zone plutôt que de migrer dans les zones urbaines. De même, cela montre bien les avantages d'un développement agricole rural, donc qui vient avec et qui empêchera une plus forte pression sur les services urbains qu'ils utilisent. Ce qui montre bien que cette utilisation des données et qui montre la route, cela montre également comment éviter les conflits et qui montre clairement qu'il peut y avoir des mesures d'incitation d'attraction qui peuvent être prises en considération pour prendre en considération tous les facteurs, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé et autres. Nous voyons également que les femmes ont une plus grosse tendance à migrer, mais moins vers les zones urbaines à cause des problèmes physiques et leur niveau d'éducation et autres. Donc, l'une des limitations de cette étude est que les données utilisées
pour les modèles de foyers agricoles pourraient ne pas estimer correctement les activités de migration qu'il y a entre zones rurales. Il faut donc faire une recherche supplémentaire qui s'occupe davantage des migrations entre zones rurales et qui va certainement nous donner plus de renseignements. Je vous remercie énormément de m'avoir entendu. Hello? Yes, now you're good. Good. Merci beaucoup, Monsieur Amare. Thank you very much for your intervention. I think. Merci. Je crois qu'en effet, le fait de travailler entre zones rurales et zones urbaines devient une question intéressante, notamment aujourd'hui. Je regrette d'avoir à vous présenter cela plus rapide. Je vais donner la parole à Monsieur Ndiaye. Ce matin. Madame Ndiaye, vous êtes présidente de l'Alliance pour la migration, le leadership et le développement. C'est Madame Ndiaye, c'est Madame Ndiaye, c'est Madame Ndiaye, voilà, n'est-ce pas? Oui, bonjour Madame Ndiaye. Bonjour, bonjour, vous allez bien? Très bien, merci, et vous-même? Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Voilà, alors dites-moi, quelle est la question que vous me posez? Nous avons deux questions pour vous. Selon vous, quelles sont les implications, les résultats de l'étude sur la conception et la mise en œuvre d'interventions visant à répondre aux besoins des enfants et des jeunes en mobilité en Afrique subsaharienne, en particulier les filles et les jeunes femmes? Et qu'est-ce que cela signifie pour la mise en œuvre du Pacte mondial sur les migrations? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier vous tous, vous remercier bien entendu de UNFPA, mais également les flux mixtes migratoires, le Conseil danois, d'avoir autorisé, d'avoir facilité ce travail dans certains pays, des pays qui sont clés dans notre tour et le Niger. C'est très, très important, je crois, que vous ayez ciblé, que cette étude est ciblée les jeunes d'abord, la permissivité de la mobilité, d'une mobilité sécure, une mobilité sûre entre les jeunes filles et les jeunes garçons entre les différents pays de la sous-région. Ce que l'étude ne révèle pas, et c'est dommage, c'est juste en filigrane, et c'est moi-même il y a une mobilité accrue de cette tranche d'âge de la population dans la plupart de nos pays africains, en particulier en Afrique de l'Ouest qui compte un peu plus de 33% de la population de l'ensemble de l'Afrique au sud du Sahara. C'est une région extrêmement peuplée. Avec de grandes surfaces, c'est certain, le Burkina Faso ou le Mali, mais c'est une région aussi à forte densité de population parce que la croissance démographique est très, très grande. Vous ne m'entendez pas? On vous entend, mais il y a un problème de connexion. On va essayer de couper votre caméra pour vous entendre mieux parce que ça coupe. Merci. Je vais couper cela. Est-ce que peut-être que vous allez m'entendre mieux parce qu'il y a un problème. Je suis même décalé par rapport à ce que vous dites. Je l'entends un peu plus tard. Mais est-ce ça semble mieux fonctionner, vous m'entendez mieux maintenant? En coupant un petit peu. Est-ce que c'est plus clair? Est-ce que le flux? Oh là là, c'est toujours. Je suis désolée, je suis bien loin du continent en ce moment. On peut peut-être. Mais je vous remercie de. Voilà. Alors, il y a un problème de croissance démographique dans les pays que vous avez ciblés. Il y a un problème de tranche d'âge formée qui a besoin d'être instruit et qui a besoin également de découvrir l'autre. Et
ces 3 pays qui sont pays où qui vont devenir des mégacités. Et on sait que d'ici 2050, la plupart des pays qui sont en Afrique de l'Ouest seront des mégacités, c'est-à-dire multiplier par 2 ou par 3 la population, et la tranche d'âge jeune que vous avez ciblée sera la tranche d'âge la plus importante. Il est donc important d'éduquer pour la former et pour lui donner les possibilités de vivre correctement. Et la migration fait partie des aspects les plus importants, permettre à ces jeunes de migrer de manière correcte. Et vous avez vu dans l'étude, il est dit que la plupart de ces jeunes ont leurs documents de voyage, et c'est déjà très bien. Moi, j'applaudis. Ils migrent dans des conditions régulières ou irrégulières. Je pense que ces conditions vont tendre à être de plus en plus régulières, parce qu'ils ont déjà dans le processus migratoire qui les amène dans l'autre pays. C'est pour ça qu'il y a des risques de violence, des risques de violence chez les Chinois. Je pense que c'est une excellente chose. Il faut le permettre. La permissivité de tels actes qui amène un plus à la culture de nos populations, à l'économie de nos villes, à l'instruction de nos jeunes populations, c'est des choses qui sont à permettre. Alors, les implications de tels phénomènes, c'est une migration mixte, parce que ce sont soit… Désolée de vous interrompre, en fait, c'est vrai que c'est pas… Vous ne m'entendez pas? Mais ce n'est pas possible. Mais on a bien entendu. Et pourtant, moi, je vous entends avec des coupures, mais je vous entends quand même. J'ai écouté tout le monde. Allô? Allô? Oui, oui. Voilà. Oui, Madame Day, je suis désolée, on ne vous entend plus. J'ai écouté tout le monde avec des coupures, mais j'ai quand même entendu. Hein, vous ne m'entendez pas du tout? Vous ne m'entendez pas? Très bien, c'est difficile de faire du sens, de comprendre le sens. On a compris votre point sur le fait qu'il faut des conditions de plus en plus régulières sur un continent où il y aura de plus en plus de mégacités. Oui, mais il y a également la coopération entre… Peut-être que vous pouvez terminer avec une phrase de conclusion. Les pays d'origine et les pays de transit et les pays d'accueil. Mais oui, en termes de conclusion, c'est la coopération entre les pays que je voudrais, entre les pays d'où ces migrants, ces jeunes. Et cette coopération peut se faire à travers des dialogues par cluster. Vous avez vu dans la carte qui a été produite par le projet, par les mêmes frontières, des frontières juxtaposées. Il est bon que les gouvernements de ces différents pays puissent travailler ensemble, que la société civile de ces différents pays accompagne ce type de soit compris dans le setting. Il y a la question des données. Les données, on ne peut pas continuer à se plaindre qu'il n'y a pas de données concernant la migration. Les pays, pour faire de la recherche, ils ont tous les moyens pour utiliser les statistiques qu'ils doivent chercher. Et ce qui est incompréhensible, c'est qu'on ne peut pas, nos données sont à 5 années, avec 5 années de retard, ou alors des données absolument empiriques qu'on nous sert. Voilà ce que je voulais dire. Le pacte mondial, il y a des axes de travail dans le pacte mondial. Aucun pays africain n'a une politique migratoire en tant que telle. Très bien. Pardon, Madame Day, je suis désolée. Il faudrait que les pays africains aussi s'intéressent davantage à
Merci beaucoup pour votre intervention. Je crois qu'on a compris également qu'il fallait davantage de dialogue et de coopération entre les États, mais aussi avec la société civile. Et que, oui, il y a un besoin de données, mais il en existe aussi. Et c'était le dernier mot que j'ai entendu de votre part. Merci beaucoup et toutes nos excuses pour ces désagréments. Je vais donc passer la parole maintenant à la directrice régionale de l'Afrique de l'Ouest et centrale, Madame Argentina Matavel. La parole est à vous. Et merci pour votre patience jusqu'à présent, Madame Matavel. Merci beaucoup, Madame la modératrice. C'est notre rôle, donc il n'y a rien à remercier. Je salue tous, spécialement, je vais mentionner Son Excellence, Monsieur Nicolas Rouge, l'ambassadeur pour la migration, Return and Readmission, le Royaume de Danemark. Mais si vous m'excusez, je ferai ma clôture en anglais. So, Your Excellency, Mr. Nicolas Rouge, Ambassador for Migration. Monsieur, Son Excellence, le représentant de la DRC, MMC, du Centre de coordination, Monsieur Zonemacher, mon collègue de l'IOM de la région et tous les partenariats et les représentants des gouvernements qui ont participé de cette étude, tous les membres du groupe d'experts, les délégués et les participants. Nous en sommes à la fin de la présentation d'aujourd'hui, de la réunion d'aujourd'hui, pour poursuivre un débat que nous connaissons, nous le savons, et doit être poursuivi sur un sujet qui est absolument essentiel, aussi bien pour ses aspects politiques que stratégiques. C'est le problème des populations, des migrations mixtes des jeunes pour un meilleur futur en Afrique. Nous devrions également examiner le problème en Afrique centrale, mais aussi en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud. Permettez-moi également de vous remercier aujourd'hui de votre participation active pendant l'échange, les conclusions et les recommandations de cette réunion qui va former les politiques de migration que les représentants des gouvernements du Mali et du Niger ont si bien signalé dans leurs interventions respectives. Nous comprenons et nous vous entendons bien. Chaque étude doit évidemment essayer de couvrir toutes les dimensions, quoique cela s'avère impossible. Mais nous avons quand même essayé de restreindre cette étude aux sujets qui avaient été impartis, étant donné les aspects les plus importants, les aspects saillants, et comme le disait le professeur qui a parlé d'abord, il y a d'autres études qui sont des compléments. Il y en a d'autres qui devraient être poursuivies par la suite, comme le disait Madame Diaye. Nous ne pouvons pas constamment nous plaindre du manque de données. Si nous constatons qu'il y a des données qui manquent, eh bien, faisons un effort supplémentaire pour identifier quels sont les indicateurs et les données qui nous manquent afin d'essayer de suppléer à ce manque de données, que ce soit de nouvelles études, que ce soit des enquêtes, que ce soit des sondages ou encore des études ponctuelles. Le groupe d'experts d'aujourd'hui a clairement montré qu'il y a une bonne perspective du pacte mondial de la migration. Et je crois que l'étude ponctuellement sur les jeunes contribue à ce pacte mondial. Ils travaillent, ils montrent bien que les migrations sont faites par des gens qui ont dans leur majorité des papiers en règle et que cela est certainement constitue la base pour une politique qui pourra être utile. La question de la migration en Afrique de l'Ouest et ailleurs est en retard. La feuille de route de l'Union africaine exige plus d'investissement pour les jeunes. Et nous espérons qu'aujourd'hui, les délibérations d'aujourd'hui nous permettront de penser au développement de politiques et de programmes à l'avenir, mais également, surtout d'ailleurs, pour des actions concrètes
pour favoriser les jeunes si nombreux qui continuent de s'aventurer sur des voyages dangereux. Beaucoup de choses ont été dites et mon rôle ici est de vous remercier tous au nom de Nathalie Kamen pour votre contribution à un débat qui a occupé les cerveaux de plus d'un pendant des années, mais surtout, nous avons commencé à constater sur les télévisions les problèmes énormes des jeunes, même les enfants, et même ce bébé de Syrie sur les plages de la Grèce, quand nous voyons tout ce que ces jeunes ont perdu dans cette aventure. Et j'aimerais remercier le gouvernement du Danemark pour accepter de financer la deuxième tranche de cette étude pour les villes de Bamako, Niamey et Ouagadougou. Je félicite également les orateurs et tous ceux qui ont travaillé derrière la scène pour faire en sorte que cela soit possible, notamment les partenaires du Conseil danois et tous les autres qui ont contribué, qui a permis de mettre en œuvre un travail dynamique de cette étude dans un contexte qui est marqué par la crise de sécurité et les résultats de la pandémie. Les problèmes de langue auraient été un obstacle à notre débat, mais heureusement, grâce au professionnalisme de nos interprètes et du personnel de l'ICT, nous vous remercions tous. C'est grâce à vous que cette séance est transmise en ligne dans différentes langues. Notre travail ne se termine pas ici. Le FNUAP, et je parle également au nom de nos partenaires, tous ceux qui participent de ce travail, s'engagent à continuer de faire des recherches et de trouver des solutions qui seront un bénéfice pour ceux que nous devons servir, notamment tous les jeunes, que ce soit les hommes ou les femmes de l'Afrique aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite un bon week-end. Merci, Madame Matavel. Je crois que c'est la fin de cette séance parallèle et je remercie tous ceux qui ont participé d'avoir participé et je vous souhaite une bonne journée. Merci.